Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de votre participation à ce webinaire autour du sujet de la transformation des compétences. Alors, je suis accompagné de Pierre-Yves Lenôtre qui va présenter, introduire en quelques mots notre webinaire. Bonjour à tous, merci de nous avoir rejoints, merci Patrick. Je m'appelle Pierre-Yves Lenôtre, effectivement, et si aujourd'hui je suis centré sur le développement de Talent Solutions Manpower Group, en partie sur l'ouest de la France, mais un petit peu au-delà, quand mes clients m'invitent à me déplacer au-delà de ce premier périmètre. Avant de rejoindre le conseil pendant 20 ans, je suis intervenu en entreprise et particulièrement dans le milieu de la presse, à un moment où la presse a été percutée par l'émergence de nouvelles technologies, la PAO et Internet en particulier, qui sont venus percuter les compétences qui étaient celles que nous avions. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à travailler beaucoup sur les compétences et que je vais avoir plaisir à partager avec vous ces expériences-là. Alors, avant de redonner la parole à Patrick qui vient de vous accueillir, quelques mots peut-être pour préciser le périmètre de Talent Solutions Manpower Group et vous dire que au niveau monde, aujourd'hui, nous sommes 3500 salariés concentrés sur ces problématiques. En France, nous sommes plus de 800 et nous intervenons tant sur les organisations que les talents, de la stratégie RH jusqu'au déploiement auprès des individus. Et nous accompagnons tous les candidats et leurs besoins, évidemment, quotidiennement. En synthèse, au travers de nos différentes activités, conseils, solutions et marchés publics, nous accueillons chaque année entre 120 et 130 000 personnes dans nos 80 bureaux permanents en France. Et j'y reviendrai en fin de webinaire, mais ce que nous disent ces 120 et 130 000 salariés, personnes, pas tous des salariés d'ailleurs, est très intéressant quant à la façon dont ils nourrissent notre réflexion. Alors, quelques mots de contexte, mais vraiment très rapidement. Vous le savez comme moi, aujourd'hui, l'évolution démographique marquée par le recul de la natalité, par la réduction des mobilités internationales et la multiplication des départs anticipés en retraite conduit à une vraie pénurie de talents que l'on vit tous dans nos organisations. J'allais dire, il n'y a pas de secteur épargné aujourd'hui. Tout le monde rencontre des difficultés autour de ces problématiques. Les entreprises doivent faire d'autant plus d'efforts, de créativité, d'invention quelque part, pour tirer le meilleur des compétences qui sont présentes en leur sein. Et je dirais c'est un petit peu le cœur de notre échange. Patrick, je te repasse la parole et je te remercie d'alimenter notre réflexion lors de ce webinaire. Merci beaucoup Pierre-Yves. Bon, quelques mots sur mon profil. Donc, directeur avant-vente et implémentation chez Talent Solutions, donc dédié à l'accompagnement des DRH et des salariés pour le compte du groupe Manpower. En termes de compétences et de profil, j'ai fait 20 ans dans les cabinets de conseil en transformation, dont les 10 dernières années dans des cabinets de transformation RH, et en particulier sur des sujets autour de développement et de la transformation de la compétence, sujet aussi passionnant que possible. Pour compléter un petit peu le contexte de Pierre-Yves, comme l'a été rapidement évoqué, dans les entreprises aujourd'hui, la transformation digitale, la crise sanitaire et maintenant la transition écologique créent évidemment un véritable cocktail explosif et bouleversant. Ce sont toutes les organisations, toute l'entreprise, telle qu'on la connaît depuis toujours finalement, qui doit se réinventer avec les compétences comme arme de choix actifs nécessaires pour atteindre ses objectifs de performance et de réussite, tant elles peuvent permettre une adaptation rapide et efficace dans le cas de ce contexte. La montée en compétences est donc une des priorités majeures des DRH, c'est notre constat, c'est ce que toutes les études autour de la transformation RH indiquent et tout ce que les études autour des priorités des DRH aujourd'hui, notamment selon l'étude CEO Survey 2020, la transition des compétences fait désormais partie du top 3 des préoccupations des dirigeants français aujourd'hui et dans le monde. On sait aussi que la majorité des entreprises françaises pensent qu'un déficit de compétences pèsera sur leur compétitivité à terme. Alors, toutes les entreprises veulent et doivent entamer ce travail et cherchent à rendre leur organisation plus productive, compétitive et résiliente. À la clé, c'est plus d'engagement et de motivation chez les collaborateurs. Miser sur la notion de compétence est synonyme d'un fonctionnement agile pour les entreprises qui peuvent profiter de ces nombreux bénéfices. Appliquée en interne, l'agile économie peut faire des merveilles. Elle donne naissance à des projets ponctuels, inter-équipes ou entre BU qui sont très enrichissants pour l'entreprise. Alors aujourd'hui, l'objet de notre webinaire, effectivement, c'est de vous présenter de manière assez synthétique les grands enjeux de transformation auxquels sont confrontées les entreprises et les organisations en France et dans le monde, et bien entendu leur impact sur les compétences.
et nous essaierons de partager avec vous nos convictions et nos expériences sur les outils et les démarches qui ont pu être déployés chez nos clients pour répondre à ces grands enjeux de compétences. Donc, l'un des premiers enjeux de transformation des entreprises aujourd'hui, c'est bien l'accélération des cycles économiques. Jamais depuis la Seconde Guerre mondiale, la situation économique n'a donné lieu à autant d'inquiétudes qu'aujourd'hui, avec des cycles de croissance, de décroissance de l'activité économique de plus en plus rapides, et qui sont évidemment liés d'un côté soit au génie inventif de l'être humain avec le développement de nouveaux services, ou encore de l'autre côté, la raréfaction des ressources naturelles ou encore l'émergence de nouveaux acteurs liés à la globalisation. Avec pour conséquence, évidemment, parmi d'autres, notamment un besoin de mieux maîtriser son time to market, et la nécessité de maîtriser ses coûts, de réduire ses coûts non récurrents et d'être finalement très compétitif en regard de ses concurrents. La nécessité d'accélérer, de maîtriser, de pouvoir accéder facilement, de lancer ses produits et ses services sur le marché de plus en plus rapidement. Un deuxième axe évidemment sous-jacent, c'est les évolutions réglementaires et fiscales qui se multiplient dans l'ensemble des pays occidentaux et en particulier en France depuis ces dernières années. Elles exigent aux organisations des niveaux de conformité tels qu'elles entraînent nécessairement des problématiques de fonctionnement et d'organisation en interne dans l'organisation et donc des problématiques de compétences adaptées. Alors tout cela, évidemment, entraîne la fonction RH comme un acteur majeur autour de ces compétences et autour de ces évolutions, qui doit aujourd'hui jouer le rôle de chef d'orchestre pour pouvoir engager l'ensemble de l'organisation, qui doit pouvoir comprendre, s'approprier les besoins de compétences auprès des managers pour pouvoir finalement lancer ces plans de compétences, ces plans de recrutement. Et enfin, un dernier facteur important au niveau de l'accélération de ces cycles, c'est évidemment l'émergence de la transition écologique. Le besoin faramineux, énorme, de mettre en place l'ensemble des solutions propres, notamment, par exemple, dans l'industrie. Nous savons tous aujourd'hui, un des axes majeurs de transformation des compétences à court terme sont bien notamment l'industrie automobile, où plusieurs centaines de milliers de personnes vont devoir, d'une manière ou d'une autre, s'inscrire dans les énergies propres. Alors, deuxième enjeu majeur, on est la digitalisation, que nous connaissons tous depuis un certain nombre d'années. Nous sommes, on rappelle, pour quelques chiffres, nous sommes dans un monde de plus en plus connecté. On compte aujourd'hui plus de 2 milliards d'internautes, par exemple, contre seulement 16 millions en 1995, ne l'oublions pas. 1 milliard d'individus qui possèdent un smartphone et 5 milliards un téléphone portable. 15 milliards d'objets connectés dans le monde entier, à chaque instant, avec un horizon 2020, 2050, 50 à 100 milliards. Bref, un mode de vie de plus en plus collaboratif. On compte plus de 3 milliards de comptes sur des réseaux sociaux comme Facebook ou Twitter, 90 milliards d'emails à chaque instant, 325 millions de photos sont échangées à chaque instant. Des données de plus en plus nombreuses. Les statistiques nous indiquent aujourd'hui qu'il y a 2 fois plus de données qui ont été produites au cours de ces dernières années que depuis le début de l'humanité, avec une transformation évidemment de l'accès au savoir. Chaque jour, plus d'1 milliard de recherches sur Google, etc., etc., etc. Et enfin, évidemment, un impact très important sur l'organisation et le management de l'entreprise. Chaque jour, plusieurs centaines de nouvelles applications Internet apparaissent. Des risques inhérents au fait que plusieurs milliers d'ordinateurs sont perdus à chaque instant, volés ou oubliés, notamment à Roissy, dans les trains, etc. etc. Donc, un accroissement du risque, une accélération des échanges de données, un besoin de compétences accrues autour de la maîtrise de la digitalisation. Et les enjeux et des défis pour les entreprises majeurs. Pourquoi? Parce qu'elles doivent nécessairement réinventer leur modèle d'affaires, ou bien disparaître. Les technologies ont considérablement abaissé les barrières à l'entrée sur les marchés et le développement des modèles de gratuité ont favorisé l'émergence de modèles d'affaires venus déstabiliser les positions acquises par les acteurs historiques. De nouveaux acteurs bouleversent les modèles économiques traditionnels dans la plupart des secteurs. De fait, à l'ère numérique, les approches existantes doivent être repensées, doivent être transformées, doivent être adaptées en regard de la nouvelle donne. Les technologies et les services deviennent obsolètes de plus en plus rapidement. On parle aujourd'hui la durée de vie d'une compétence digitale aux alentours de 18 mois.
tous les 18 mois, nécessairement, il est indispensable aux salariés et aux acteurs du marché de ce secteur de se renouveler, de développer de nouvelles compétences. Les consommateurs, d'autant plus, développent de nouveaux usages et demandent euh, et plébiscitent l'innovation et l'expérience client pour se rapprocher, pour acheter de nouveaux produits, de nouveaux services proposés par les organisations. Le besoin d'agilité pèse sur les capacités de production et les systèmes d'information. La coopération devient finalement incontournable. La coopération est donc le système de fonctionnement hybride entre les fournisseurs, les clients et les usagers. Dans ce contexte mouvant, évidemment, le risque de disparaître pour une entreprise n'a jamais été aussi présent. Quelques enjeux, du coup, en termes d'exemple, pour les entreprises dans le cadre de la digitalisation. Capitaliser sur les données et favoriser l'expérience client. Les défis, nécessairement, il faut se différencier en regard de la concurrence, il faut innover, il faut amener de nouvelles approches, de nouvelles expériences. Il faut comprendre, bien assimiler les modèles de ses concurrents, bien assimiler les stratégies des acteurs du numérique et s'appuyer dessus pour en faire des grands facteurs de développement. Il faut se transformer. Les grands groupes, surtout s'ils sont économiquement puissants, éprouvent souvent des difficultés à transformer leur organisation et à intégrer l'innovation du fait de leur complexité. Il faut écouter et anticiper les besoins des consommateurs et des usagers. Il faut privilégier l'expérience client comme un axe majeur d'attraction et de commercialisation et faire évoluer les modèles d'affaires en permanence, etc., etc. Et du côté RH, me direz-vous, il faut donc, dans ces cas-là, les conséquences sur les hommes et les femmes, c'est bien de développer la culture du numérique. Il faut notamment anticiper, prévoir, éviter la fracture numérique pour des populations qui sont moins agiles, qui se sont moins préparées au bouleversement digital que nous rencontrons depuis quelques années. En particulier, il s'agit aussi pour les dirigeants d'agir en acteurs responsables, tant sur le plan environnemental que social. Comment? Eh bien, tout simplement en étant attentif au risque de fracture numérique dans l'organisation, sur le bien-être au travail, de garantir le droit à la déconnexion, de promouvoir la diversité et de favoriser l'acquisition des compétences numériques. Les outils collaboratifs, notamment les réseaux sociaux, favorisent la créativité et l'innovation. Ils contribueront d'autant plus à renforcer le lien social dans l'entreprise. Autre défi majeur, évidemment lié à la digitalisation, c'est attirer et fidéliser les meilleurs talents. Les jeunes en particulier sont connectés depuis leur naissance. Ils sont agiles et à l'aise dans les environnements incertains, multiculturels. Le collaborateur aujourd'hui challenge les habitudes, les organisations et les modes de management. Il doit s'inscrire dans le nouveau modèle hybride d'organisation auquel que nous connaissons aujourd'hui. Les compétences, la mixité générationnelle, la pyramide des âges défavorables et les difficultés de recrutement sont aujourd'hui des denrées rares sur le marché. Donc nécessairement, les objectifs, les ambitions, le développement de ces nouvelles compétences ne peuvent être aujourd'hui ou hier apportés que par des partenaires externes qu'il va falloir du coup gérer au mieux et systématiquement intégrer dans nos projets. Et enfin, un des enjeux majeurs des DRH aujourd'hui sur ces sujets, c'est bien l'anticipation des besoins en compétences et la formation. De former dès maintenant, dès l'amont, les collaborateurs pour qu'ils puissent évoluer, par exemple avec l'acquisition de nouvelles compétences en architecture d'entreprise, en intégration de systèmes ou encore en business intelligence, en analyse de la data. Cette exigence d'adaptation des compétences concerne tous les métiers d'entreprise qui ne peuvent s'exercer sans le système d'information et en particulier dans les grandes entreprises. Aujourd'hui, en conséquence, le collaborateur capitalise sur son réseau professionnel avec les communautés internes ou externes à laquelle il est rattaché. Et enfin, dernier volet autour de la digitalisation, c'est une conséquence sous-jacente de ce qu'on vient d'évoquer, c'est évidemment renforcer la culture numérique des dirigeants. Dans un monde où le numérique est perçu comme un levier majeur d'innovation et de transformation pour les entreprises, les dirigeants doivent accompagner, voire impulser le mouvement. Ils doivent donc maîtriser à la fois les compétences relatives à la gestion d'une entreprise et les capacités à développer une vision stratégique liée au numérique. Alors après l'accélération des cycles économiques et la digitalisation, hein, sur laquelle il y a beaucoup de choses à dire, vous l'avez entendu. Troisième facteur, la fin du salariat comme modèle dominant. En tout cas, ce qu'on affirme être la fin du salariat comme modèle dominant. Je pense que quand on dit ça, il faut faire un double constat.
d'une part, l'émergence effective d'une nouvelle forme de travail. Aux États-Unis, aujourd'hui, 40% des travailleurs américains sont indépendants. En France, on n'en est pas là, mais on le sent, on le mesure dans nos organisations. Cette forme d'intervention se développe. Et c'est vrai que quand on regarde même comment est constitué le corps social qui intervient dans nos entreprises aujourd'hui, il y a une part importante d'indépendants, de freelance, de sous-traitants, qui viennent compléter ce qui est la force vive de l'entreprise au quotidien. Ce phénomène, on le vit donc aussi bien en France qu'aux États-Unis aujourd'hui. Mais au-delà peut-être de ce simple constat, ce que j'aimerais partager avec vous, c'est notre conviction que c'est pas tant la fin du volontariat, pardon, du salariat qui importe, mais la façon dont il a radicalement évolué et la façon dont on sort du schéma qui était celui dans lequel nous évoluions depuis de nombreuses années. Ce qu'on avait connu, il ne s'agit plus aujourd'hui simplement d'étudier pendant une période de sa vie, de travailler pendant une autre période de sa vie, et puis de prendre sa retraite pour la dernière période de sa vie. Aujourd'hui, ce qu'expriment les salariés, c'est que tout ça est moins dissocié, beaucoup plus imbriqué. Comme je vous le disais tout à l'heure, nous écoutons les salariés au travers de ceux que nous rencontrons au quotidien, mais aussi parce que nous avons conduit, comme nous le faisons tous les ans au niveau groupe Manpower, une enquête qui nous a amené à interroger plus de 5000 salariés un peu partout dans le monde. Et qu'est-ce qu'ils nous disent, ces salariés? Eh bien, ils nous disent que à hauteur de 45% d'entre eux qu'ils veulent choisir leurs horaires de travail. C'est quand même très significatif. Assez étrangement, 36% réclament plus de congés. Personnellement, je pensais qu'on allait atteindre un taux supérieur à ça, mais 36% réclament plus de congés. Mais surtout, un tiers d'entre eux veut avoir la possibilité de choisir son lieu de travail et beaucoup plus encore la répartition de leur RTT, quand on parle France en tout cas, d'une semaine sur l'autre. En fait, il y a la volonté de préserver la sécurité que donne le salariat, mais dans une organisation qui apporte aussi tous les avantages du travail indépendant. Dernier facteur, Patrick, de mutation, les engagements RSE. Oui, absolument, les engagements RSE qu'on a un petit peu évoqués en début de notre webinaire. Alors, qu'est-ce que la responsabilité sociale des entreprises? Tout d'abord, ça a été défini par la Commission européenne comme l'intégration volontaire par les entreprises de préoccupations sociales et environnementales à leurs activités commerciales et en relation avec les parties prenantes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'une entreprise qui pratique la RSE va donc chercher à avoir un impact positif sur la société, à respecter l'environnement tout en étant économiquement viable. Alors, c'est une obligation réglementaire aujourd'hui pour les grandes organisations de s'inscrire dans ce cadre RSE. Notamment, elles doivent intégrer, doivent considérer les enjeux sociaux et sociétaux dans leur raison sociale. Elles peuvent aussi se positionner comme entreprise à mission, en particulier, pour rappeler, s'inscrire dans l'évolution, dans le développement durable et la transition écologique notamment. Et un équilibre qui va se créer, ça veut dire aussi, évidemment, avec les parties prenantes, ça veut dire que les collaborateurs, les clients, les fournisseurs, les actionnaires ou les acteurs du territoire doivent s'intégrer dans la politique RSE de l'organisation. Alors aujourd'hui, ces enjeux, évidemment, comme on le sait tous, sont perçus de manière très positive par les jeunes générations, qui recherchent très souvent du sens et dans l'entreprise vers lesquelles ils vont travailler, qui recherchent une mission et des valeurs qui doivent leur correspondre. C'est donc des caractères très importants pour retenir, fidéliser, attirer, intéresser les jeunes générations notamment. Mais on constate que les DRH nous indiquent que 94% notamment des entreprises ne disposent pas aujourd'hui des talents nécessaires pour atteindre leurs objectifs. Que les personnels présents dans l'organisation aujourd'hui est finalement assez peu au courant, assez peu formés en regard des besoins de la politique RSE, des objectifs ESG qui peuvent être exprimés par l'organisation. En conséquence, là aussi, un besoin accru de compétences pour répondre, encore une fois, à ces enjeux de transition durable et de RSE. Alors, les risques et défis autour de ces grands facteurs de transformation. Quatre gros enjeux que nous venons d'évoquer ensemble. Le besoin de renforcer l'expertise technique sur les métiers, et notamment dans le digital.
Et donc un risque majeur aujourd'hui d'incompréhension notamment des différents métiers par les fonctions, notamment ressources humaines. Les questions qui peuvent se poser, les défis auxquels sont confrontées ces organisations, c'est l'évaluation de ces compétences, c'est la capacité à appréhender, à comprendre, à mesurer les compétences actuelles, les savoir-faire actuels des personnes dans l'organisation pour répondre aux enjeux de demain. Et donc, quel dispositif mettre en place, comment mesurer ces compétences et surtout comment construire ensuite les parcours permettant de répondre aux enjeux de demain. Alors, cela passe notamment par l'identification et prouver finalement les niveaux de compétences attendus des individus et s'appuyer sur des outils des outils de test, techniques de personnalité et potentiellement de mise en situation dans certains cas pour évaluer ces critères de réussite. La question qui se pose évidemment, c'est comment objectiver un petit peu ces mesures. Où est la vérité? Est-ce qu'on doit s'appuyer sur le collaborateur lui-même autour de déclaration de ses niveaux de compétences en tant que tel? Est-ce qu'on doit s'appuyer sur son manager, qui a bien entendu lui aussi une vision en regard de l'activité quotidienne du salarié, mais qui évidemment n'aura pas la vision de ce que réalise le salarié en dehors de son poste aujourd'hui? Est-ce qu'on doit s'appuyer sur son écosystème, ses pairs ou son réseau? Donc tout un dispositif à construire, à mettre en place pour répondre à ces enjeux de compétences et d'expertise technique sur les emplois et les métiers et la capacité, bien entendu, à montrer ce qu'on sait faire, à faire savoir ce qu'on sait faire. Deuxième enjeu majeur, c'est l'obsolescence de ces compétences. Et donc la capacité pour l'organisation, dans le cas de ces enjeux de développement durable et ces engagements de développer l'employabilité de ses salariés, de proposer des parcours professionnels, des parcours individuels aux salariés, c'est bien de pouvoir maintenir leur employabilité, en particulier sur les personnes qui ont des niveaux de qualification plus limités. Il faut donc le défi auquel font face ces organisations, c'est accompagner ces montées en compétences, notamment sur la partie comportementale et transverse, donc la capacité à ce que chacune des personnes puisse développer sa pensée critique, puisse développer sa capacité de raisonnement, puisse finalement faire face à l'incertitude inhérente à la transformation telle qu'on l'évoque depuis le début de notre discours. Et en regard, est-ce que les formations, les parcours déjà intégrés dans le plan de formation de l'organisation suffisent-ils pour répondre à ces enjeux d'obsolescence? Et enfin, comme l'évoquait Pierre-Yves, on va dire la remise en cause du salariat, qui reste encore relativement limitée en termes d'impact sur l'organisation du travail, mais qui émerge quand même depuis plusieurs années, fait émerger un monde d'indépendants, de télétravailleurs, de freelance, avec des risques inhérents autour de la marque, finalement, autour de l'engagement des salariés vers la raison de l'entreprise, et donc l'éloignement du collectif, vers la réduction aussi des temps de socialisation et de rencontres que peuvent avoir chacun des salariés et chacune des équipes. Donc le défi dans ces cas-là que peuvent rencontrer les DRH et les organisations, c'est bien évidemment la capacité à continuer à motiver, à engager, à maintenir la cohésion de ce collectif et à garder des temps d'échange en physique ou à distance où ces talents pourraient continuer à collaborer pour faire émerger l'intelligence collective. Comment donner envie de venir travailler ensemble? Comment motiver les salariés à continuer à s'inscrire dans l'équipe, dans le collectif de l'organisation? C'est un vrai sujet, hein, Patrick, parce qu'on voit comment on est sollicité depuis la crise sanitaire par de très nombreuses entreprises qui voient leurs cadres intermédiaires et les cadres de niveau 1 en particulier rencontrer d'extrêmes difficultés dans l'animation de leurs équipes. En fait, hein. Le fil est de plus en plus difficile à tenir, j'allais dire, je ne suis pas sûr que ce soit la bonne image, mais en tout cas, un vrai besoin de retravailler la formation des managers. Et pour ce qui nous avons développé des modules spécifiques qui permettent à chacun de reprogresser ou de progresser tout court. D'ailleurs, parce que très souvent, on avait confié des responsabilités managériales à des bons techniciens sans nécessairement trop se poser la question de savoir s'ils étaient aptes au management. Et on se rend compte que dès lors que les aspirations des salariés évoluent telles on le précise depuis quelques minutes, eh bien, il faut venir les soutenir.
autre élément d'illustration peut-être du propos que Patrick nous tenait, comme je vous l'ai dit très rapidement, je suis basé dans l'Ouest et dans une zone où la NDRH est extrêmement active. On a un groupe qui réunit près de 250 RH qui communiquent vraiment quotidiennement au travers d'une messagerie. Et il y a quelques jours, un de ces DRH s'est posé la question de la semaine de 4 jours. Ça a été immédiat, retour de près d'un tiers des adhérents en disant ça m'intéresse, ça m'intéresse, ça m'intéresse. On sent bien que ces problématiques de rétention des compétences au travers d'une meilleure organisation du travail, une meilleure gestion du temps, est devenu un sujet extrêmement prégnant pour tous les DRH. Alors peut-être, Patrick, je conserve la main pour Ouais. le slide suivant, sauf à ce que tu souhaites compléter ton propos, mais en synthèse, hein, et très rapidement, synthèse de ce que tu viens de nous rappeler, les grandes compétences à développer, 4 groupes de compétences quelque part à développer, les compétences expertes dans les nouvelles technologies. Tu as eu un long propos sur la digitalisation. On mesure tous effectivement les compétences très spécifiques qui doivent être mobilisées, mais au-delà de ces compétences nouvelles technologies, des compétences techniques nouvelles qui viennent percuter le savoir-faire actuel des salariés dans tout un tas de métiers. Plus de 50% des emplois, on l'écrit sur le slide qui vous est projeté, mais ce chiffre de 50, il n'est vraiment pas surestimé. 50%, je veux dire, il n'est pas surestimé. Tous les métiers ou presque aujourd'hui sont impactés par ces évolutions et la nécessité donc de travailler sur ces compétences. Les compétences transverses, on en a beaucoup parlé à un moment, mais plus que jamais aujourd'hui, tout ça est vrai, hein, les fameuses soft skills. Et puis, et tu nous en parlais également, Patrick, en introduction, ce qui émerge du green, entre guillemets, donc les connaissances techniques spécifiques aux enjeux climatiques, hein, que l'on voit émerger de plus en plus, et puis les compétences comportementales qui sont quelque part liées à tout cela, autonomie, contrôle de soi, orientation, persévérance, la capacité à s'adapter. Patrick, je te rends la parole. Oui, et peut-être pour finir sur cette planche, Pierre-Yves, en complément sur les compétences dites green, on voit effectivement émerger au travers de ce besoin associé à la transition écologique et à l'attention portée au changement climatique, aussi finalement le retour de compétences qui étaient peut-être un petit peu oubliées ces dernières années, notamment autour de l'agriculture, autour de l'artisanat, qui sont aussi des points qui apparaissent comme fondamentaux pour s'inscrire dans cette démarche de développement dit green. Alors, alors d'où nous viennent alors, évidemment, on s'inscrit dans le cadre de ces études sur les compétences, on s'inscrit sur le discours et sur les observations réalisées par les grands observatoires de l'emploi qui sont mis en place par les branches professionnelles, par exemple, ou encore les grands acteurs mondiaux comme le World Economic Forum, qui éditent très régulièrement leur point de vue, leur vision, leur regard sur les compétences, les changements de compétences, les transformations et les besoins finalement en matière d'emploi et de compétences à terme. Et donc, à titre d'exemple, par exemple, sur cette planche, vous pouvez voir deux importants axes que nous avons un petit peu évoqués ici, notamment évoqués par le World Economic Forum, au sujet notamment de la numérisation des environnements professionnels, qui sont évidemment aujourd'hui des axes majeurs de développement et qui peuvent entraîner, comme déjà évoqué, des ruptures en matière de compréhension et de maîtrise numérique. Et donc tout cela sont des points évidemment majeurs sur lesquels doivent se concentrer les salariés et doivent se concentrer les organisations pour s'assurer de maintenir l'employabilité et les parcours de développement des salariés. Un deuxième axe qu'on a un petit peu évoqué aussi, c'est évidemment la transition écologique et les métiers liés à la transition écologique, qui ne peut pas s'exercer uniquement autour des compétences dites artisanales ou traditionnelles, mais aussi évidemment s'appuie sur des qualifications de très haut niveau autour des métiers, des fonctions scientifiques ou d'ingénierie et de gestion. Alors, trois grands modes de gestion des compétences auxquels il faut prêter un regard particulier ici et sur lesquels notre conviction s'exprime chez Talent Solutions et sur lesquels nous appuyons, nous travaillons avec nos clients.
Un premier regard, c'est évidemment d'anticiper les besoins de compétences, notamment en s'appuyant sur les travaux menés par les observatoires des branches, par les grands acteurs mondiaux qui observent la transformation des compétences et des emplois. Donc l'anticipation des compétences en s'appuyant, en faisant travailler ensemble les fonctions, les métiers, les managers et les équipes RH dans les organisations. Cela permet évidemment d'inscrire le salarié dans une vision à terme, de se projeter dans l'organisation, de le retenir, de le fidéliser, de maintenir l'attractivité de l'organisation et de pouvoir proposer des parcours de développement individuel à terme. Deuxième sujet, et notamment tel qu'exprimé par l'OCDE, augmenter les niveaux de qualification. Cette digitalisation des sociétés, cette transition écologique exigeante, ces évolutions réglementaires que nous avons évoquées aussi, qui complexifient de plus en plus les environnements et les organisations, imposent aux salariés, aux personnes, aux organisations d'augmenter le niveau de qualification des salariés. Et en particulier, évidemment, les personnes avec des niveaux de qualification assez limités. Et enfin, ne pas l'oublier, comme l'évoquait un petit peu Pierre-Yves aussi, ne pas oublier les compétences en situation de travail. Les formations, nous le savons tous, les formations, le développement des compétences les plus efficaces se situent sur la situation de travail, sur la mise en situation des salariés pour développer les aptitudes. Alors, je vois que le temps avance, donc on va un petit peu accélérer. Alors, en quelques mots sur la planche suivante, nous, chez Talent Solutions Manpower Group, pour accompagner ces enjeux de transformation des compétences chez nos clients, que nous réalisons pour des grands clients, pour des grands comptes, mais aussi pour d'autres acteurs plus petits, nous avons une approche à deux dimensions. Une approche au niveau de la direction générale, direction RH, pour travailler sur les stratégies, les politiques RH à conduire, en s'appuyant sur des outils comme la stratégie Workforce Planning, qui mêle la vision métier et la vision RH pour construire des plans et des plans de développement de compétences adaptés, alignés avec les besoins liés à la transformation et à la stratégie en cours de déploiement. Nous nous appuyons aussi sur notre connaissance, notre expertise autour des véhicules juridiques que permet le Code du travail, notamment en France, mais dans le monde, pour accompagner ces transformations d'envergure et ambitieuses. Et enfin, nous sommes à même, et nous accompagnons nos clients dans le développement ou le renfort ou l'étude des niveaux de performance de la fonction RH aujourd'hui et leur capacité, la mesure des axes de progrès à mettre en œuvre pour accompagner les grands enjeux de transformation nécessaires. Donc la vision, la dimension stratégique au niveau de la direction générale et des comités de direction. Et deuxième dimension majeure de nos accompagnements, c'est évidemment l'individu, le talent, la personne, le salarié dans l'organisation, tout le long de son parcours, depuis l'amont, avant l'entrée dans l'organisation, autour donc la manière de l'attirer, de l'intéresser. Donc ça, on va s'appuyer ici sur des actions autour de la marque employeur, par exemple. Donc on va aussi mettre en œuvre des solutions, notamment d'évaluation, pour sélectionner les différents profils, les différents candidats. Piloter l'individu, le salarié, tout le long de son parcours dans l'organisation, depuis l'intégration jusqu'à son développement, en mettant en œuvre l'ensemble des moyens, des leviers, ou en accompagnant les fonctions RH dans la mise en œuvre des moyens, des leviers nécessaires pour le retenir et le fidéliser. Et enfin, l'accompagner lors des phases de mobilité, que ce soit en interne dans l'organisation ou en externe, selon les cas. Ces grands projets de transformation, pour nous, s'appuient sur trois grands volets. Notre offre de consulting RH, qui regroupe aujourd'hui une trentaine de consultants. Nos capacités d'analyse de données des salariés autour des profils, autour des salaires, sur le territoire, au niveau national, au niveau global. Et enfin, notre capacité, notre écosystème de partenaires et de start-up innovants dans les outils RH à mettre en œuvre pour accompagner, supporter et développer la performance des fonctions RH et s'engager sur les transformations nécessaires, notamment sur les compétences. Alors, en titre deux exemples, il nous reste 10 minutes pour ce webinaire. Je te laisse, Pierre-Yves, la main peut-être pour raconter un exemple client que nous mettons en œuvre aujourd'hui sur notamment le déploiement de la nouvelle classification des emplois des métiers de la métallurgie.
Excusez-moi, j'avais laissé mon micro fermé. L'exemple est intéressant, Patrick, effectivement, parce que l'évolution des compétences, c'est quelque chose de très concret à un moment donné. Il se trouve que l'évolution de la convention collective de la métallurgie en fait l'illustration. Pour ceux qui sont autour de la table et qui sont habitués à la manipuler, hein, vous le savez comme moi, c'est un document qui aujourd'hui a plus de 50 ans, 7000 pages, c'est devenu un outil complètement inexploitable et qui a été complètement, au travers de longues années de négociations, mais rebalayé, retravaillé, et qui débouche sur un accord signé début d'année, le 7 février très exactement, 230 pages qui en font maintenant un outil d'appréciation des compétences. J'en veux pour preuve le référentiel paritaire d'analyse des emplois qui a été défini. On est complètement sorti de l'ancienneté et de quelques visions un peu superficielles des compétences mobilisées et les 6 critères classants qui sont retenus et sur lesquels nous travaillons avec les clients que nous accompagnons dans le déploiement de cette nouvelle convention collective qui sera pleinement effective sur cet aspect classification, en tout cas au 1er janvier 2024, eh bien, c'est la complexité de l'activité, les connaissances, bien sûr, l'autonomie, et là on reboucle bien avec ce qu'on disait pendant tout le webinaire sur les compétences nouvelles qui sont mobilisées, la contribution, donc la contribution au bon fonctionnement de l'organisation, l'encadrement et ou la coopération en fonction de son positionnement dans l'organisation, et la communication. Donc vous voyez bien, au moins 4 de ces 6 critères classants relèvent typiquement de cette évolution des compétences, hein. Et je ne citerai que le délégué général de l'UIMM à la sortie des négociations, quelque part au moment de la signature, qui disait, je reprends ces mots, hein, ce nouveau texte permettra à la branche de gagner en attractivité alors que ses besoins en recrutement sont énormes et que plus de 30 000 postes sont à pourvoir. Donc, lien direct avec la pénurie des talents et la gestion des compétences. Mais au-delà de ces éléments-là, ce que je voulais souligner au travers de cet exemple relatif au déploiement de la nouvelle convention collective de la métallurgie, c'est que dans le process que nous déployons pour nos clients, nous allons à la rencontre des salariés, hein. Vous le savez peut-être si vous avez été amené à travailler sur cette nouvelle convention, il faut décrire précisément chaque emploi et le meilleur moyen de le faire, en tout cas, c'est d'y contribuer, en tout cas, c'est d'aller à la rencontre des salariés. Et qu'est-ce qu'on constate quand on va à la rencontre des salariés? D'abord, on constate qu'ils ont une grande appétence pour ces problématiques de compétences. Ils ont envie de parler des compétences. Ils ont envie de parler des compétences, de celles qu'ils mobilisent aujourd'hui, dont ils jugent très souvent qu'elles ne sont pas assez reconnues d'ailleurs, hein, des autres compétences qu'ils détiennent et qui ne sont pas mobilisées, qu'ils aimeraient mobiliser, et puis de celles qu'ils ont envie d'acquérir. Et ça, c'est un point, je trouve, qui est porteur d'avenir parce que les salariés ont envie d'accroître leur niveau de compétence et ça ouvre évidemment de nombreuses perspectives, hein. Toujours pour m'appuyer sur cette étude que nous avons publiée en début d'année, donc un panneau de plus de 5000 salariés dans le monde, 81% d'entre eux, pardon, excusez-moi, ils souhaiteraient que leurs employeurs investissent davantage dans leur formation. Donc il y a une vraie appétence, une vraie envie de progresser sur les compétences mobilisées au quotidien dans l'entreprise ou l'organisation. Patrick, est-ce qu'il nous Oui, reste temps de dire 2 mots du deuxième oui, exemple? un deuxième, tout à fait. En quelques mots, un deuxième exemple autour de la culture de la mobilité qui est finalement un des facteurs, hein, ce dont on s'aperçoit notre regard chez nos clients. C'est aussi un facteur important pour dynamiser, on va dire, le développement des compétences dans l'organisation. Notamment, en quelques mots, un de mes clients, un ESN, donc évidemment confronté à l'évolution, à la révolution de la compétence numérique, hein, tout simplement, que nous avons connu il y a quelques années, ça a été confronté par la perte d'un gros contrat. Et donc a été confronté avec un arrêt de projet de plusieurs centaines de consultants dans les mois suivant l'arrêt du projet, avec la nécessité, en conséquence, de comprendre un petit peu les profils des personnes et surtout la marge de progrès à engager en matière de développement de compétences pour s'inscrire dans les compétences de demain en matière numérique. Et premier volet. Et deuxième volet, évidemment, de ce genre de dossier, c'est d'engager, motiver les personnes à s'inscrire dans le mouvement, à s'inscrire dans la mobilité, donc à accepter finalement de quitter peut-être leur territoire, de quitter des compétences aujourd'hui qui sont peut-être moins demandées sur le marché, vers des compétences
plus agiles, dans les compétences de demain dans d'autres régions de France. Et donc ça passe par quoi? Ça passe évidemment par une compréhension des compétences, ça passe par une mobilisation de la fonction RH autour de ce projet d'envergure, qui est un vrai projet de transformation RH, et ça passe aussi par la mise en œuvre de dispositifs, de nouveaux processus RH, de mobilité, avec une phase de communication et de change indispensable pour permettre l'engagement et pour rassurer, pour convaincre finalement l'ensemble des salariés concernés que l'avenir est toujours présent, existe toujours pour eux dans l'organisation. La capacité à projeter, à montrer le demain, à présenter le futur, sont des facteurs très importants pour ce type de projet, pour ce type de projet de transformation des compétences et d'inscription dans l'avenir. Et donc c'est un ensemble de dispositifs, un ensemble de chantiers qui ont pu être mis en place pour s'assurer du succès de l'opération. Alors, je vois que nous arrivons au bout de notre temps. On ne voit pas encore de questions. Est-ce que vous avez des questions avant de conclure? Comment nous été Oui, oui. Bon, des questions habituelles qu'on peut avoir sur ce type de dossier, c'est précisément comment peut-on mesurer les compétences, par exemple. Tout à l'heure, nous avons parlé de plusieurs catégories de compétences à mesurer. On a parlé des compétences techniques, d'expertise, métier. On a parlé aussi des compétences soft et on a parlé aussi des compétences, enfin des compétences soft transverses, et on a parlé des compétences aussi dites green. Alors aujourd'hui, chez nous, chez Talent Solutions, nous avons des moyens, nous avons des outils, nous appuyons sur des solutions du marché ou des solutions que nous avons en propre chez nous pour mesurer les niveaux de compétences en regard des besoins de l'organisation de l'entreprise sur l'ensemble de ces actions. Sur les compétences techniques, nous pouvons notamment nous appuyer sur les outils métiers très, très poussés existants sur le marché. Sur la partie comportementale ou transverse, nous pouvons nous appuyer soit sur des outils, soit aussi sur des évaluateurs, des personnes qui sont, qui sont préparés, experts sur ce type d'approche. Et donc, comprendre, mesurer les niveaux de compétences dans l'organisation à l'instant T et en identifier les besoins de développement, encore une fois, en regard de la transformation et des besoins de compétences futures. Les solutions sur les compétences soft, ça peut être notamment, si vous les connaissez, comme Hogan ou le MBTI ou encore d'autres solutions de ce type-là, qui permettent vraiment d'objectiver un petit peu les besoins de compétences transverses. Merci Patrick, on est Oui. arrivé au terme de notre échange. Un dernier mot de conclusion. Alors en termes de... Tu veux la faire, Pierre-Yves, je la fais? Écoutez, nous sommes ravis, Pierre-Yves et moi, d'avoir pu vous présenter nos capacités et nos convictions sur la transformation des compétences en tant que levier de performance de l'entreprise, un enjeu majeur ce qu'il en est, d'autant plus d'actualité et d'avenir. Nous sommes évidemment à votre disposition, notamment au travers de l'adresse mail que vous voyez à l'écran, pour répondre à toutes vos questions ultérieures ou par écrit ou tout simplement dans le cadre d'un entretien que nous pouvons organiser ensemble. Merci à tous. Très bon après-midi.